Quand vous étiez enfant, n'avez-vous jamais rêvé de partir à la recherche des trésors d'épaves engloutis? Bien sûr que si, n'est-ce pas? On imagine une scène pleine de romantisme, une ancre reposant au fond de l'eau et un coffre débordant d'or, ouvert sur un tapis de sable sous-marin. Mais une fois adulte, il ne reste de ces trésors qui semblaient infinis qu'un souvenir attendrissant. L'imagination des enfants est vraiment sans limite. Bonjour à toutes et à tous. Pourtant, certains n'ont jamais abandonné ce rêve d'enfant, même une fois devenus adultes. Oui, ils ont fait de la chasse au trésor leur métier. Cela dit, trouver un trésor est loin d'être une chose facile. C'est pourquoi tant d'explorateurs finissent par repartir les mains vides. Et pourtant, dans de très rares cas, lorsque le savoir, les efforts et la chance se rejoignent de façon presque miraculeuse, un rêve de longue date peut devenir réalité. Parmi ces explorateurs chanceux, le nom de Mel Fisher se distingue clairement. Ce qu'il a remonté à la surface, c'est le plus grand trésor sous-marin jamais découvert. Bienvenue sur Perduchan. Allez, entrons dans les détails. Le trésor espagnol. Cette histoire remonte déjà à plus de 400 ans. Au début du XVIIe siècle, la puissance dominante sur les mers en Europe, c'était l'Espagne. L'Espagne possédait alors dans le Nouveau Monde des colonies immenses et d'une richesse extraordinaire. Et alors même que les guerres entre les conquistadors et les armées des nations indigènes n'étaient pas encore totalement terminées, l'or, l'argent, les pierres précieuses et d'autres butins commençaient déjà à affluer vers la métropole comme un torrent déchaîné. La splendeur de la couronne espagnole reposait sur ce que l'on appelait la flotte des trésors. Dans les ports d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, des quantités colossales de richesses étaient chargées sur des dizaines de grands voiliers, puis transportées jusqu'en Espagne en traversant l'Atlantique. Ces trésors étaient principalement convoyés par des galions espagnols, mais s'ils semblaient impressionnants et robustes à l'époque, en réalité, ce n'étaient que des voiliers militaires de transport à 2 ponts, mesurant environ 40 mètres de long pour 16 mètres de large. Un marin moderne n'imaginerait même pas prendre le large sur un navire aussi peu fiable, et encore moins traverser l'Atlantique. Aujourd'hui, un cargo ordinaire mesure plusieurs centaines de mètres de long, pour une largeur allant jusqu'à 40 ou 60 mètres. Pourtant, à l'époque, le galion de 34 mètres de long et d'environ 10 mètres de large, nommé Nuestra Señora de Atocha, était la fierté de la flotte espagnole, et un navire crucial chargé de fermer la marche d'une flotte de 28 bâtiments. Le 4 septembre 1622, cette flotte quitta le port de la Havane et entama son voyage en direction de Séville. Ce type de traversée, aussi dangereuse soit-elle, avait lieu presque chaque année. Tous les navires de la flotte étaient remplis de trésors sans exception, mais celui qui transportait la cargaison la plus précieuse était l'un des bâtiments majeurs, l'Atocha. Dans sa cale se trouvaient environ 40 tonnes d'argent, plus de 200 000 pièces de monnaie, plusieurs centaines de lingots d'or, ainsi que des dizaines de kilos d'émeraudes et de perles. Ils avaient entassé tellement de richesses à bord qu'il n'y avait plus assez de place pour l'équipage, et au lieu des 600 hommes prévus, le navire prit la mer avec seulement 265 personnes. Ceux qui restèrent à terre regardèrent partir les marins embarqués sur l'Atocha avec une évidente envie. Après tout, ils étaient censés revenir triomphalement auprès de leur famille en Espagne, ou dans leur taverne habituelle, seulement 60 à 80 jours plus tard. Mais la vie ne se déroule jamais exactement comme on l'imagine. En réalité, pour la grande majorité des personnes présentes sur les 8 galions, dont le Nuestra Señora de Atocha, ce voyage ne dura pas 2 ou 3 mois, Nuestra Señora de Atocha, mais seulement 2 jours. Le soir du 5 septembre, une tempête d'une violence extrême s'abattit sur eux. Les navires, surchargés de trésors, furent incapables de résister à la fureur de la nature. Certains furent emportés par les vents et poussés jusqu'au récif corallien au large de la Floride. Sur les 28 navires de la flotte, 8 s'écrasèrent sur ces récifs et sombrèrent, et l'Atocha faisait partie des victimes. Tous les trésors embarqués coulèrent au fond de la mer, et la plupart des membres d'équipage périrent avec le navire. Sur 265 personnes, seuls 5 survécurent, 3 soldats et 2 esclaves. Au total, sur l'ensemble des 8 navires engloutis, pas moins de 550 vies furent dévorées par l'océan.
la chasse au trésor au XVIIe siècle. Aujourd'hui, nous parlons globalement de trésors colossaux, mais à l'époque, les fonctionnaires chargés de les enregistrer notaient dans les documents de cargaison chaque pièce, chaque lingot d'or et d'argent, ainsi que chaque pierre précieuse, une par une, avec un niveau de détail minutieux. Pourtant, tout cela a disparu soudainement, comme volatilisé. Pour le dire avec des mots modernes, il s'agissait d'un cas typique de force majeure, et une réaction immédiate était indispensable. Car la perte de ce trésor risquait de provoquer une grave crise financière pour la couronne espagnole. Furieux, le roi ordonna que le trésor soit récupéré immédiatement. Mais avec le niveau technologique de l'époque, mettre cet ordre à exécution était extrêmement difficile. Dès le mois suivant l'accident, une équipe de recherche fut constituée, mais il leur fut impossible de localiser précisément le site du naufrage. Sous l'effet d'une tempête violente et des courants marins, les débris du navire s'étaient dispersés sur une vaste zone, et même les mâts restaient introuvables. Au final, tout ce que l'équipe de recherche parvient à retrouver, ce fut le lieu du naufrage du Santa Margarita, et seulement une partie du bordé extérieur de l'Atocha. La deuxième expédition de recherche organisée par l'Espagne ne fut lancée que 3 ans plus tard, en 1625. Mais ces résultats ne furent guère meilleurs que ceux de la première mission. Le seul véritable succès obtenu fut dû à l'utilisation d'une cloche de plongée, employée par le commandant de l'expédition, le capitaine Núñez Melián. Selon les standards actuels, ce dispositif était extrêmement rudimentaire, mais il fonctionnait bel et bien. On y immergeait un tonneau retourné afin d'y emprisonner de l'air, permettant ainsi aux plongeurs de respirer sous l'eau. Même si le trésor du Nuestra Señor de Atocha ne fut jamais retrouvé, ils réussirent tout de même à récupérer depuis le Santa Margarita une grande quantité de lingots d'argent, ainsi que des dizaines de milliers de pièces d'argent. Puis, en 1641, sur ordre des autorités supérieures, toutes les opérations de recherche furent définitivement abandonnées. La quête de Mel Fisher. Près de 400 ans plus tard, c'est l'Américain Mel Fisher qui décida de se lancer dans cette mission, disons-le franchement, d'une difficulté extrême. Originaire de Californie, c'était un plongeur tout à fait ordinaire qui, avec son épouse, fonda son premier centre de plongée et enseigna au fil des années la plongée sous-marine à des milliers de personnes. Et c'est en 1962 que son destin bascula lorsqu'il rencontra le célèbre chasseur de trésors Kip Wagner, qui lui proposa de participer avec lui à la recherche de la flotte espagnole de 1715. Cette proposition était exactement le genre d'opportunité qu'on n'ose même pas espérer. Car depuis son enfance, Mel Fisher était passionné par l'île au trésor de Stevenson. C'est ainsi que Mel Fisher et Kip Wagner fondèrent une entreprise dont l'objectif était de retrouver la flotte espagnole coulée au large de la Floride en 1715. Et ceux qui plongèrent réellement pour mener les recherches, bien sûr, ce furent Mel Fisher et son équipe de plongeurs. À cette époque, Fisher conçut et fabriqua un dispositif qu'il utilisa sur le terrain, qu'il surnomma la boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres était un appareil destiné à souffler le sable du fond marin, un nom que Fisher lui donna sur le ton de la plaisanterie. L'engin avait une structure en forme de L et fonctionnait en projetant un puissant jet d'eau vers le fond afin de disperser le sable. Grâce à cela, en seulement quelques années, le sable pouvait être retiré sur une large zone du plancher océanique. En utilisant cette boîte aux lettres, Fisher parvint à découvrir son tout premier trésor, 1033 pièces d'or provenant d'un galion espagnol de 1715, reposant au fond de la mer. Plus tard, Fisher se souviendra de ce moment en déclarant « La vision du fond marin recouvert d'or a changé ma vie à jamais ». Puis, en 1969, Fisher mit fin aux recherches sur la flotte de 1715 et prit la décision de consacrer toutes ses forces à la quête du trésor du légendaire galion Atocha, le plus célèbre et le plus convoité de tous. À ce moment-là, il était loin d'imaginer que cette recherche durerait 16 années entières et mènerait à un succès absolument inimaginable. Durant cette période incroyablement longue, Fisher et son entreprise durent affronter d'innombrables épreuves. Au cours des recherches, un accident impliquant un remorqueur provoqua une tragédie. Son fils aîné, Dirk Fisher, ainsi que l'épouse de celui-ci, perdirent la vie. L'entreprise fut à plusieurs reprises au bord de la faillite. Pourtant, Fisher ne renonça jamais, grâce à une ténacité hors du commun et une créativité qui,
en termes modernes, ressemblait à cette capacité à lancer sans cesse de nouvelles start-up. Par exemple, il créa le tout premier musée flottant au monde. Puis, en 1980, un tournant majeur se produisit enfin. Les restes du galion Santa Margarita, qui avait sombré en même temps que l'Atocha, furent découverts. Durant l'été de la même année, un magnétomètre indiqua la présence d'un important objet métallique. Cet objet métallique était en réalité une partie du galion Atocha. Non loin de là, on découvrit également une chaudière en cuivre provenant de l'Atocha. Grâce à cela, il fut possible de réduire la zone de recherche à un périmètre situé à moins de 10 miles des îles Marquesas Keys. Cette découverte redonna l'espoir que le succès était enfin à portée de main, mais il faudrait encore 5 années supplémentaires avant la victoire finale. Et c'est finalement le 20 juillet 1985 que survint la plus grande victoire de toute la vie de Mel Fisher. Ce jour-là, les plongeurs remontèrent enfin du fond de la mer un amas de lingots d'argent, faisant partie du trésor du Nuestra Señora de Atocha. Le monde entier en resta stupéfait. C'était la plus grande découverte de trésors depuis la mise au jour du cercueil d'or de Toutankhamon. Mel Fisher et son épouse Dolores devinrent alors célèbres comme le symbole même de l'obsession de ceux qui refusent d'abandonner leurs rêves. La célèbre phrase de Fisher « Today is the day », aujourd'hui c'est le jour, se répandit dans le monde entier. Beaucoup de gens virent en Mel Fisher un véritable aventurier, tout droit sorti d'un film comme Indiana Jones. Bien sûr, après la découverte des premières pièces d'or, l'élan des recherches ne fit pas que doubler. Il fut multiplié par des centaines. Depuis un fond marin situé à environ 17 mètres de profondeur, l'équipe de Fisher remonta plus de 40 tonnes de trésors, plus de 100 000 pièces d'argent, environ 1000 lingots d'argent, plus de 100 lingots d'or, environ 32 kilos d'émeraude, ainsi qu'une quantité incalculable d'autres objets et reliques. Parmi tous les objets remontés, les plus précieux étaient les bijoux, les armes, les canons de bord, ainsi que les cartes de navigation. À l'époque, dans les années 1980, la valeur totale de ce trésor fut estimée à 450 millions de dollars. Selon les experts, si l'on convertit cette somme en valeur actuelle, elle dépasserait le milliard de dollars. Mais il ne faut pas oublier que les nombreux objets transportés par ce galion espagnol avaient aussi une valeur historique absolument exceptionnelle. Par exemple, on retrouva une chaîne en or de plus de 2 mètres de long qui aurait appartenu à l'un des officiers du navire, voire peut-être au capitaine lui-même. On raconte que cette chaîne en or pesait plusieurs kilos. Le cou de l'officier qui la portait devait donc être aussi solide que de l'acier. Et surtout, l'ensemble du trésor de l'Atocha était dispersé sur plusieurs centaines de mètres au fond de la mer, enfoui dans le sable déplacé sans cesse par les tempêtes et les courants violents. C'est là que la boîte aux lettres de Fisher joua un rôle décisif. En combinant cet appareil simple avec un détecteur magnétique, il put retrouver non seulement le trésor de l'Atocha, mais aussi l'épave d'un autre navire de la même flotte, le Santa Margarita. Le combat devant les tribunaux. Dès que la nouvelle de la découverte des premiers artefacts parvint aux autorités, ce ne fut plus une bataille contre la mer qui commença, mais une bataille judiciaire autour des droits de propriété du trésor. Le gouvernement de l'État de Floride et le gouvernement fédéral américain revendiquèrent alors leurs droits sur ce trésor. En s'appuyant sur les lois relatives au patrimoine archéologique, ils exigèrent que 25% de la valeur des objets découverts soit remis à l'État. Mais Mel Fisher s'opposa frontalement à cette décision. En réalité, pendant de longues années, il avait mené ses recherches sans la moindre aide ni subvention, en assumant tout seul les responsabilités et tous les frais. Alors pourquoi aurait-il dû partager avec qui que ce soit ? Fisher engagea une procédure judiciaire. Le procès franchit toutes les étapes possibles, jusqu'à être finalement porté devant la Cour suprême des États-Unis. Et un miracle se produisit. En 1982, la Cour suprême rendit un jugement historique. La totalité du trésor découvert appartient à l'entreprise de Mel Fisher, la société Treasure Salvors. Cette décision devint un précédent majeur dans le domaine de l'archéologie sous-marine. À partir de ce moment-là, tous les chercheurs privés purent officiellement être reconnus comme propriétaires des objets qu'ils avaient découverts. Bien entendu, cela s'accompagnait de conditions strictes. L'exploration devait être parfaitement légale, toutes les fouilles devaient être consignées selon les règles, et bien d'autres exigences encore. Mais vous l'avez compris, cela en valait largement la peine.
Alors, après cela, Mel Fisher s'est-il contenté de toucher plusieurs millions de dollars avant de prendre sa retraite et de se mettre à écrire ses mémoires? Absolument pas. Enfin, ses mémoires furent bel et bien publiées, bien sûr. Et il ne faut pas non plus oublier le musée. Ouvert en 1992 à Key West, en Floride, ce musée a depuis accueilli des dizaines de milliers de visiteurs. Malgré tout, l'activité principale de Mel Fisher resta la même, la chasse au trésor marin. Et après sa mort, ce sont ses enfants qui ont repris le flambeau et poursuivi son héritage. Pourtant, la recherche du trésor de l'Atocha n'a pas pu reprendre, du moins pour le moment. La raison est que l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, NOAA, a classé la zone autour des îles Dry Tortugas et des Marquesas Keys en réserve fédérale protégée. Autrement dit, la zone où le trésor de l'Atocha a été découvert est devenue un secteur interdit aux chasseurs de trésors. En attendant que les problèmes juridiques soient résolus, l'entreprise est retournée à la recherche d'autres trésors engloutis appartenant à la flotte espagnole de 1715. Nous leur souhaitons de tout cœur bonne chance dans cette aventure. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et à le partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, à très bientôt. Au revoir.